Ça a bien secoué et je ne crois pas que ce soit fini, donc on va faire le point sur le gros crash. Vous avez vu que là je suis plus léger. Mon portefeuille a vraiment pris très cher. On va faire le point là-dessus. Je vais vous expliquer comment je traverse ça. Mais je vous dis pas que je traverse bien ça. C'est juste que comme je documente ce portefeuille, bah, vous le voyez quand ça va bien, vous le voyez quand ça va mal. Et je ne suis pas de ceux qui se cachent. Moi, je suis toujours sur le pont. Mais évidemment, vous faites vos choix, surtout dans des périodes comme ça. Je ne suis pas conseiller financier. Investir comporte un risque de perte. Je vous le dis à chaque fois, mais je pense qu'aujourd'hui vous comprenez ce que ça veut dire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans le courant de la semaine dernière, j'ai sauvé 75 000 € de ce portefeuille. C'est-à-dire que j'ai fait un transfert depuis ce compte vers mon compte en banque de 75 000 €. C'est-à-dire que j'ai fait un emprunt et donc ça c'est du cash qui est en sécurité. C'était un coup de bol. Je ne savais pas, j'avais pas du tout anticipé que les marchés auraient pu se casser autant la figure. Donc j'ai pu comme ça sécuriser une bonne partie de la valeur de ce portefeuille en le mettant dans un truc stable, à savoir un bien immobilier. Par contre, je me suis retrouvé à devoir gérer quelque chose que j'avais pas encore géré, à savoir que j'étais sous la menace perpétuelle d'un appel de marge. Pourquoi? Parce que vous voyez là, l'espace libre, c'est une partie de la marge disponible. En vérité, la marge que j'ai sur ce portefeuille, elle apparaît quand on clique ici et on voit que j'ai quelque chose comme 20 000 € de marge. Et donc ça veut dire que si le portefeuille baisse d'encore 20 000 €, eh bien De Giro va commencer à vendre mes positions pour pouvoir rembourser l'emprunt. Ceci dit, moi j'aime pas être dans une situation où je dois tout le temps vérifier ce qui se passe, etc. Donc j'ai pas mal changé la configuration de ce portefeuille pour que ce soit pas une prise de tête. Ce que je peux vous dire, c'est que si j'avais dans une autre configuration, à savoir sans devoir défendre une marge, sans devoir défendre un emprunt que j'ai fait sur ce portefeuille, j'aurais touché absolument à rien. Et la preuve, c'est que j'ai un autre portefeuille, un portefeuille qui est hyper exposé à la tech américaine. La plupart des positions dans ce portefeuille que je montre sur la page Patreon sont dans la tech américaine, à part peut-être des boîtes comme Booking, BlackRock, Mastercard, mais encore on pourrait les classer dans la tech américaine. Ce portefeuille se casse la figure, mais je ne touche pas. Voilà, je vais continuer à investir dedans, je vais continuer à renforcer les différentes positions, je vais continuer mon DCA tranquillement dans ce portefeuille, parce que vu que j'ai un horizon sur ce portefeuille d'une vingtaine d'années, et ben ça m'est complètement égal qu'il se casse complètement la figure. Je continue à renforcer, il n'y a pas de stress. Mais celui-là, vu que je devais défendre un emprunt, j'ai dû passer en gestion active. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit grandement ma position au Nasdaq. Je suis sorti de l'ETF du Nasdaq. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai réduit ma position au monde entier et j'ai également réduit ma position au SP500. Vous saviez, j'avais deux ETF du SP500, maintenant j'en ai plus qu'un. Et j'avais également un autre ETF du monde entier qui était un Vanguard. Et en fait, c'est un ETF vraiment du monde entier. Vous avez des ETF comme le MSCI World qui est ici, où quand on dit monde entier, mais en fait c'est le monde développé. Donc vous n'avez pas les émergents dedans. Dans le Vanguard All World, il y avait effectivement les émergents, mais je me dis que vu que j'ai un ETF émergent et vu que j'ai un ETF du monde entier, ça me permet d'avoir un portefeuille qui est plus lisible avec moins de positions. Donc ce que j'ai fait des lignes dont je suis sorti, c'est que j'en ai mis une partie pour rembourser l'emprunt. Donc c'est-à-dire que j'ai pris les bénéfices qui me restaient sur ces positions pour rembourser une partie de l'emprunt. Donc je vous rappelle, l'emprunt c'était 75 000 et donc sur ces 75 000, j'ai remboursé déjà près de 20 000. Et l'autre partie, je l'ai mis dans les bons. Et vous voyez que les bons, ils jouent leur rôle parce que les bons, c'est la seule ligne verte qui est dans ce portefeuille. C'est la seule ligne qui survit un petit peu dans ce marché. Et donc maintenant, j'ai à peu près 30% du portefeuille qui est dans des bons. Je vais vous montrer de quel ETF il s'agit. Encore une fois, hein, je vous dis pas que je gère bien cette crise. Je pense pas que c'est facile de gérer ce genre de crise. Je vous montre juste ce que je fais, mais vous devez être souverain dans vos choix. Donc je vais vous montrer cet ETF et je vais vous réexpliquer comment fonctionnent les bons. Donc c'est un panier de différents bons américains, donc ça veut dire que c'est pas vraiment du long terme, c'est pas non plus vraiment du court terme. La moyenne en fait de tous les bons qu'il y a dans ce fonds, c'est à peu près de 7 à 8 ans. Donc ça veut dire que vous avez une certaine sensibilité, mais vous avez également une grosse stabilité sur ce genre d'ETF. Vous avez un rendement qui est mensuel, donc vous touchez les dividendes tous les mois. Je vous expliquerai en fait l'intérêt de ça
dans ma stratégie, à part le fait que ça apporte de la stabilité, et vous avez un rendement de 4,24. Par contre, pour ce qui est de l'appréciation du capital, vous pouvez vous asseoir dessus. Enfin voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, quand est-ce que ça monte et comment ça baisse, mais c'est vraiment pas un truc pour pouvoir avoir de l'appréciation du capital. C'est vraiment un truc dans lequel je suis rentré parce que j'avais pas vraiment le choix, parce que j'avais besoin de sauver une partie de mon capital pour ne pas risquer de me manger d'appel de marge. Sinon, je serais pas rentré dans un machin comme ça, hein. Sinon, je serais resté full risque et j'aurais continué mon DCA. Mais là, on est dans une situation qui était un petit peu particulière à cause de l'emprunt que j'ai fait, donc je suis rentré là-dessus. Alors, comment ça fonctionne les bons? Le truc qui est contre-intuitif qu'il faut comprendre avec les bons, c'est que quand vous avez une hausse de taux, le cours des ETF bons et même en général le cours des bons, ça a tendance à tomber. Intuitivement, il y a quelque chose d'un peu bizarre de se dire mais si les taux augmentent, c'est bizarre, les gens devraient être plus attirés par ça parce qu'ils ont plus de rendement, et c'est là qu'il y a une petite chose à comprendre. D'abord, je vous explique dans quel contexte les taux montent. Les taux montent quand vous avez trop d'inflation. Quand vous avez trop d'inflation, on augmente les taux, et ça veut dire que les gens vont avoir tendance à épargner plus et à consommer moins. Ça veut dire que les gens vont moins faire d'achats à crédit, etc. Donc ça ralentit l'économie. Ça veut dire que vous avez moins de demandes et plus d'offres, et donc que vous allez vers une stabilisation des prix. Donc c'est dans ces contextes que vous avez une hausse des taux. Pourquoi est-ce que quand vous avez une hausse des taux, le cours des bons baisse? Parce que ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une hausse de taux, ça veut dire que les obligations existantes sont moins intéressantes que les nouvelles. Et donc naturellement, les investisseurs vont avoir tendance à vendre les obligations existantes pour acheter les nouvelles, ce qui fait que si vous avez une hausse de taux, vous pouvez vous attendre à ce que la valeur de vos obligations baisse, mais si vous êtes dans une stratégie de DCA, c'est pas grave, vous rachetez, etc. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et si au contraire vous avez une baisse des taux, ça veut dire que les obligations qui ont déjà été émises sont plus intéressantes que les nouvelles, et donc vous allez avoir plus de demandes pour les anciennes obligations, ce qui va faire monter leur taux. Quel est le risque avec ce genre de bons? Donc vous avez une grande stabilité, hein, vous voyez c'est plat. Et donc c'est justement ça le problème de ce genre d'ETF, c'est que si on est dans un scénario où vous avez une reprise rapide, du type on apprend, je sais pas moi, il y a un accord de libre-échange avec le monde entier, et donc ce qui faisait peur aux gens est caduque, et vous n'aurez pas la reprise. C'est-à-dire que vous allez perdre beaucoup d'argent par rapport à des choses plus dynamiques comme le SP500, comme les indices du monde entier, comme les marchés actions. Donc c'est ça le risque quand vous êtes des bons. A priori, ça peut préserver votre capital, et donc vous le voyez ici, hein, c'est le seul truc qui est vert dans un océan de rouge, mais le risque, c'est d'avoir un profil qui est trop défensif, et c'est pour ça que si je n'avais pas été dans une situation comme celle-là, j'aurais préféré jouer la reprise et faire un DCA normal. Je vous disais également que c'était intéressant pour moi d'avoir du rendement. Pourquoi? Parce que en faisant ça, c'est-à-dire en vendant des positions qui étaient plus volatiles que les autres, et en réallouant le capital à la fois dans les ETF et dans le remboursement de l'emprunt, ça veut dire que je suis passé en cash flow positif sur ce portefeuille. C'est-à-dire que le montant que je perçois tous les mois en dividende, c'est supérieur à ce que me coûte l'emprunt. Donc ça veut dire que si je laissais le truc comme ça, ça se rembourserait automatiquement. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais poursuivre mon DCA à partir de là. Là, il fallait sauver les meubles, et je pense pas que c'est terminé, hein. Moi, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit dès le début, c'est pas des soldes. Les soldes, c'est quand vous avez un décalage entre la valeur réelle et la valeur perçue. Là, c'est pas des soldes parce que la valeur des entreprises a vraiment baissé. Parce que quand vous mettez des tarifs, des gros tarifs douaniers comme ça veut dire que la plupart des entreprises qui sont des entreprises qui ont optimisé leur chaîne de production entre différents pays, ça va devenir pour elles beaucoup plus difficile et cher de pouvoir gagner de l'argent. Donc elles ont perdu de la valeur. Elles ont authentiquement perdu de la valeur. Donc c'est pour ça que je dis dès le début, c'est pas des soldes. C'est la baisse n'est pas du tout irrationnelle. La baisse est tout à fait compréhensible et elle est logique. Et j'écoutais hier l'interview du secrétaire du Trésor américain, et lui il dit je m'en fiche en fait que les marchés baissent, c'est pas du tout notre problème, nous on regarde pas les marchés, ça peut baisser encore beaucoup, je pense que les marchés peuvent se permettre de baisser encore beaucoup, donc je crois pas du tout qu'on soit à la fin de la baisse. Moi je table sur le fait que ça va encore baisser, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que là je vais commencer à me reconstituer de l'argent que je vais pouvoir investir dans ce portefeuille, et donc je vais reprendre mon DCA à partir de là. Peut-être que je serai un peu plus prudent sur les États-Unis, mais j'ai un bon choix maintenant dans ce portefeuille de positions dans lesquelles je peux commencer à investir à partir de là pour augmenter mon rendement. Mais je répartirai les cartouches que j'enverrai dans ce portefeuille entre deux pôles, une partie pour rembourser l'emprunt et donc accélérer le dérisquage du portefeuille, et l'autre partie pour augmenter mon exposition au marché action, parce que c'est ça que je vise sur le long terme. Voilà, donc si on dézoome un petit peu, on voit que c'est une baisse qui était quand même brutale. Vous voyez, ça c'est la chute qu'on voit aujourd'hui, ça c'est la chute du Covid,
la chute du Covid, elle était un petit peu plus brutale que ça, mais ça commence à se valoir. La dégringolade qu'on a aujourd'hui commence à ressembler un petit peu au profil de ce qu'on a eu avec le Covid. Et une autre chose qui me dit que c'est pas absolument impossible qu'on ait une reprise en flèche, c'est quand on regarde l'indice du VIX. Ça, c'est l'indice de la peur sur les marchés, et vous voyez qu'aujourd'hui, il a complètement explosé. Et donc, si on se met à 5 ans, on voit ici qu'il y a eu une vraie panique, en fait. C'est une panique qui ressemble un petit peu à la panique qu'on a eue dans le Covid. C'est pas encore le maximum de la peur que les gens peuvent avoir, mais on est sur quelque chose qui est assez impressionnant. Donc, c'est pour ça que je garde quand même une exposition au SP500 et que je garde une exposition à mes ETF qui sont plus orientés croissance. C'est parce que je m'en voudrais beaucoup de manquer les meilleurs jours de l'année, en fait, parce que souvent les meilleurs jours de l'année sont ceux qui suivent les pires jours de l'année. Donc voilà, là je suis dans une position attentiste, j'ai sauvé l'essentiel, je poursuis mon DCA, mais je ne me crois pas encore sorti d'affaires, je suis prêt absolument à tout, mais en tout cas là mon portefeuille est configuré pour mieux encaisser les secousses. Voilà donc pour ce petit update sur la crise. J'espère que vous de votre côté vous n'avez pas paniqué, j'espère que vous n'avez pas perdu trop d'argent, parce que encore une fois, hein, vous savez ce qu'on dit, c'est que il ne faut investir que de l'argent qu'on est prêt à perdre. Moi je suis pas d'accord avec ça, moi je n'investis que pour gagner de l'argent. Par contre, ce que je dirais pour compléter, c'est qu'il ne faut pas investir de l'argent dont on pourrait avoir besoin à court terme, parce que là je suis à peu près sûr que les prix auxquels on peut acheter des actions aujourd'hui, ça nous semblera la meilleure opportunité de l'histoire quand on regardera en arrière d'ici 10 ou 15 ans. Mais par contre, si vous avez investi en vous disant je vais faire un petit billet et puis je vais ensuite investir ailleurs ou acheter une voiture ou je sais pas quoi, bah, dans ces cas-là, là vous risquez de perdre beaucoup d'argent. Donc quand on investit de l'argent dont on n'a pas besoin immédiatement. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.